Et salut les amis, Ciao tout le monde. bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato idéal. On s'attaque aux champions d'Europe aujourd'hui, donc on va voir comment le club parisien peut continuer sur sa belle lancée. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Les gars, on commence tout de suite par les besoins. Je vous présente ce que moi j'ai estimé être les besoins du club de la capitale française. Au niveau des gardiens de but, je ne touche rien. Donnarumma sort d'une saison monstrueuse, voilà, etc. Il est bien suppléé par Safonov. En revanche, en défense, il y a un petit chantier à aller chercher. On voit Marquinhos ici, malheureusement il n'y a pas sa date de fin de contrat, mais c'est l'année prochaine, juin 2026, ce qui marquera quand même un sacré tournant dans l'histoire du Paris Saint-Germain, lui qui est là depuis 2013 il me semble, donc ça fait vraiment longtemps. Voilà, donc il faut aller chercher pour moi un défenseur central qui sera capable de remplacer Marquinhos lors de la saison, pas la suivante mais celle d'après. On peut entamer cette transition, donc un défenseur central qui a la capacité d'être un titulaire dans cette défense du Paris Saint-Germain. À gauche, je conserve Lucas Hernandez et Nuno Mendes. Pour moi, les deux font une bonne paire. Nuno Mendes qui est probablement le meilleur latéral gauche à l'heure actuelle et qui est monstrueux. Et Lucas Hernandez qui, quand il n'est pas blessé, rend de bons services. Et à droite, je ne conserve pas Mukiele qui est blessé et qui revient de près. Et je cherche du coup une doublure à Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, la force quand même de ce Paris Saint-Germain, on diront beaucoup. Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves restent forcément les titulaires. Je cherche juste un gars qui sera capable peut-être d'entrer quelques fois dans le 11 pour faire souffler l'un des trois, etc. Un gars proche de ce niveau titulaire, mais qui sera du coup intégré à la rotation. Et enfin, devant, Paris a été quand même bien épargné par les blessures cette saison, mais ça aurait pu tourner au vinaigre si par exemple Ousmane Dembélé ou Désiré Doué s'était blessé. C'est pour ça que je prends encore un gars devant qui est capable de jouer autant à droite qu'à gauche. Dembélé joue en pointe et il est suppléé par Gonzalo Ramos. Et sur les côtés, il y a Kvaratskhelia, Barcola et Désiré Doué. Je prends encore un gars qui peut rentrer dans cette rotation-là, parce que pour moi, Kangin Lee n'a pas le niveau d'un titulaire. Donc voilà, ça me ferait 4 recrues, et c'est ça, selon moi, les enjeux de ce mercato du Paris Saint-Germain. Pour ma part les amis, les besoins sont relativement les mêmes, hein. Je dirais qu'au poste de gardien de but, il y a même Tenas, voilà, ils ont ce qu'il faut. En défense, moi c'est là surtout je dirais le chantier. Après si on va un petit peu plus dans la globalité des choses, le 11 ne bougera pas, pour moi en tout cas. En revanche, comme tu as dit, je pense que le Paris Saint-Germain a été très verni au niveau des blessures et qu'ils ont un 11 exceptionnel, certainement le meilleur de la planète foot. En revanche, je pense que s'ils avaient connu des blessures vraiment importantes, comme tu l'as dit en attaque, un Ousmane ou un Kvara même après l'hiver, où il suffirait qu'un Vitinha ou un João Neves se blesse au milieu, et là je pense que tout de suite ça aurait été plus compliqué. Donc vraiment voilà, pour moi le besoin il va être d'épaissir un petit peu ce collectif, donc pour moi également 4 recrues, les mêmes que toi, à une exception prête. Moi je ne prendrais pas un latéral droit, parce que je crois au retour de Dordi Mukiele, que j'ai trouvé très bon avec le Bayer Leverkusen. Il faudra voir si extra sportivement ça peut se faire, de se réintégrer dans ce nouveau club vraiment qu'est devenu le Paris Saint-Germain cette année. En revanche, moi j'irais peut-être voir un gars à gauche, histoire de faire souffler Nuno Mendes, qui garde sa place évidemment, hein, c'est le meilleur à son poste comme tu l'as dit. Lucas Hernandez, moi je le vois plus comme un central gauche, qui plus est il prend un peu d'âge, il aura bientôt 30 ans, alors je pense qu'il sera mieux vraiment en tant que défenseur central suppléant de Pacho. Et également, comme tu l'as dit, Marquinhos, le capitaine, qui aussi prend de l'âge, 31 ans, et qui risque peut-être de faire sa dernière année au club. Voilà, aller chercher la relève pour moi derrière lui, un mec qui a un peu ce profil-là. Donc voilà, pour moi ça c'est mes besoins les amis, donc aussi 4 recrues. Mais je vous propose qu'on commence tout de suite par les départs. En ce qui concerne les départs, les amis, je vais vous présenter tout d'abord quels sont les joueurs que je verrai partir. Il faut dire que le Paris Saint-Germain, depuis 2 ans maintenant, travaille très bien et commence à faire partir les indésirables des années j'allais dire des années Qatari, non, parce qu'on est encore dans l'ère Qatari, mais des années, disons... Du projet 1.0. Voilà, Galtier, etc. C'est pour ça que je fais partir Milan Skriniar. Ça tombe bien, il part au Fenerbahçe pour une 15aine de millions. Je fais également partir Presnel Kimpembe. Je pense que c'est le temps de tourner la page avec Kimpembe, qui avait connu des bons débuts entre ses 20 et 25 ans. Il ne vaut plus que 5 millions, ça fait peut-être 2 ans qu'il n'a pas joué, enchaîné vraiment sur plusieurs semaines. Talon d'Achille. Voilà, grosse blessure, ensuite de la peine à revenir. On sait qu'il est apprécié, c'est un vrai Titi parisien, il est apprécié dans le groupe, je pense, etc. Oui, mais voilà, je pense qu'il est temps de tourner la page, parce que sportivement, il amène plus grand-chose à ce club qui est le Paris Saint-Germain. Et je crois qu'il a un salaire quand même relativement conséquent dans la masse salariale du club.
Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vends Nordi Mukiele qui revient du Bayer Leverkusen pour 10 millions. Ça c'est pour la défense et du coup je me sépare de quelques indésirables mais du coup qui n'avaient plus une grande place dans cet effectif. Pour le milieu de terrain maintenant, pas grand chose à dire sauf que je vends du coup 2 joueurs qui sont complètement indésirables. Carlos Soler qui revient de West Ham, qui malgré tout, étant un espagnol, etc., peut-être qu'il pourrait se sentir bien à l'image d'un Fabian dans le collectif de Luis Enrique, mais ça fait trop longtemps qu'il n'a pas montré des choses au plus haut niveau. C'est ça. En fait, comme Fabian, ça n'avait pas forcément pris au début. Ouais. Maintenant, se réintégrer dans ce collectif-là, est-ce qu'il serait capable de le faire? C'est compliqué. Et puis, que dire de Renato Sanchez, qui lui, ça fait des années qu'il est là, qu'il est passé par le Bayern, il est passé par Paris, il n'a jamais su s'imposer nulle part. Il revient de près du Benfica où il a quand même enchaîné les matchs cette saison. Je le vends pour 3 petits millions, il ne vaut littéralement plus rien. Et puis en attaque, je vends Asensio qui revient également de prêt. C'est vraiment que les joueurs, les indésirables qui étaient partis en prêt. Je vends Asensio. 20 millions, encore une valeur marchande. Même si c'est pas forcément pour des gros prix, je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas leur place ici. C'est ça. Ça sert à rien de les garder pour les garder. C'est ça, il faut pas avoir un effectif trop garni non plus, surtout de joueurs qui ne servent plus. Et puis finalement, Kolo Muani qui n'est plus du coup dans cette liste parce qu'il est officiellement parti à la Juve. Il revenait de prêt, mais je pense qu'il y avait une option d'achat obligatoire de 30 millions. Donc voilà, Kolo Muani quitte également. Son prêt c'est plutôt bien passé pour le coup. Ouais, pour le coup c'est un des rares, quoique Asensio ça s'est assez bien passé aussi, disons. C'est peut-être le dernier symbole de ces décisions sportives douteuses d'avoir mis 90 millions sur Kolo Muani. C'est clair. Du coup ça me fait des ventes quand même à hauteur de 101 millions, ce qui est quand même intéressant quand on pense qu'on se débarrasse uniquement de joueurs indésirables qui n'avaient pas joué cette saison de toute façon. Donc voilà, 101 millions à réinvestir. Et puis je vais te laisser toi-même passer sur les ventes que tu verrais le club opérer. Ouais, c'est parti. Alors j'ai les mêmes que toi, avec quelques-unes supplémentaires, voire différentes. Donc pareil, Skriniar et Kipembe, je les évacue. Ouais. Tous les deux physiquement c'est compliqué. Skriniar, on sait que c'est ses problèmes de dos qui lui ont causé bien des soucis. Kipembe pareil. Donc voilà, je pense que les deux peuvent partir. Ouais, puis en plus Skriniar c'est un défenseur lent quand même qui n'est pas fait pour jouer dans ce collectif. En revanche, moi comme je t'ai dit, je conserve Mukiele, mais à l'inverse, je vends Beraldo pour 25 millions. Ok. Parce qu'il m'a jamais convaincu, tout simplement. En fait, je trouve que ni dans l'axe ni à gauche, il a vraiment apporté des garanties. Il est encore jeune, il a 21 ans, il me semble, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais clairement, moi je suis pas convaincu. Je préfère aller chercher, on va dire, étant donné qu'on a Lucas Hernandez qui est vraiment pour moi meilleur DC que latéral. Je préfère aller chercher un vrai bon petit latéral gauche et faire partir Beraldo. Au milieu, je fais également partir Renato Sanchez, Kanguinli. Kanguinli, je crois que tu n'avais pas fait. Non, moi je le fais pas partir, je le garde dans la rotation. Alors moi, je fais partir Kanguinli pour 25 millions, tout simplement parce que je pense que Paris est bien équipé au milieu de terrain, d'autant que je vais aller chercher une recrue. Et la même chose sur le front d'attaque, moi je préfère aller chercher un ailier qui a un profil encore un peu différent. Ouais. Donc voilà, moi je vends Kanguinli, comme je t'ai dit, je vends Renato Sanchez, je vends Moscardo aussi, Gabriel Moscardo, pour 8 millions. Tout simplement parce que j'ai regardé un petit peu ce que ça disait son prêt du côté de Reims. Et ça s'est très mal passé, figure-toi. Il a quasiment fait tous les matchs sur le banc. Donc je ne le vois pas occuper une place vraiment dans ce collectif parisien, surtout qu'il y a eu l'éclosion du jeune Mayoulou. Je pense que voilà, lui en tant que Titi parisien, il aura certainement plus sa chance dans ce nouveau projet. Je vends également Asensio, Soler et Kolo Muani, Kolo Muani c'est déjà fait. Donc ça fait même des ventes un petit peu plus supérieures, qu'on va par 149 millions de revenus, étant donné que Beraldo et Kanguinli me rapportent quand même des bons petits billets. Et tout ça pourrait être réinvesti sur les 4 recrues qu'on vous propose tout de suite. Nous arrivons dans le nerf de la guerre, les recrues à effectuer pour cette équipe Paris Saint-Germain 2025-2026, et pourtant il n'y en a pas beaucoup à faire. Franchement, on voit que le 11 est resté le même. Le 11 est resté le même et ils auraient pu repartir avec le même effectif et être autant compétitifs, pour autant qu'ils soient épargnés par les blessures. Je vais commencer par le plus gros dossier selon moi. Un changement de capitaine, c'est jamais facile à opérer. Et Marquinhos, franchement, il incarne vraiment cette force mentale du Paris Saint-Germain cette année. Il a connu toutes les déroutes et pourtant il est encore là. Il était avec son âme de vainqueur. Son interview tellement émouvante à la fin, au terme de la finale contre l'Inter. Voilà. Pour moi, il faut un défenseur du coup bien solide, bien dans son style, qui sait être un patron et qui peut être titulaire directement dès l'année prochaine, quitte à instaurer maintenant une petite rotation entre Pacho, Marquinhos et ce troisième cette année pour qu'après Paris soit bien. Et il y en a un qui est sur le départ et je vais chercher Konaté à Liverpool. Alors forcément là je le mets derrière Marquinhos dans la hiérarchie parce qu'il fallait l'inscrire comme ça. Mais bien entendu que c'est pas un remplaçant, ça pourra tourner. Marquinhos, voilà, qui
qui n'est pas forcément le titulaire, bien qu'il soit le capitaine. Konaté qui peut également évoluer à gauche dans une défense centrale. Donc voilà, une rotation à instaurer. Un Parisien en plus. Voilà, un Parisien, un Français. On sait que c'est la logique de recrutement depuis 2 ans maintenant, depuis que Luis Enrique est arrivé. Avec le recrutement notamment de Dembélé, de Désiré Doué, de Barcola. Voilà, il y a plein de Français qui sont arrivés. Du coup, je garde Beraldo en doublure de Pacho et je garde Lucas Hernandez en doublure de Nuno Mendes, même si les deux peuvent s'intervertir. Hein. Beraldo peut jouer à gauche et Lucas Hernandez dans l'axe. Est-ce que j'enchaîne avec mon latéral et puis tu enchaînes après À la limite, je peux te proposer mon défenseur. Alors, je t'écoute pour ton Parce que je vais suivre également une ligne de recrutement parisienne de ces dernières années. Tu as parlé de la ligne française, moi je vais parler des Portugais qui ont très bien marché. Neves, Vitinha, Nuno Mendes, tous ces joueurs qui sont du coup venus du championnat portugais. Ouais. Moi je pense que Paris risque notamment par l'intermédiaire de Campos, de continuer à ramener ces joueurs-là. Et c'est pour ça que je vais proposer un nom que tu as déjà proposé pour Manchester United, c'est Gonzalo Ignacio. Okay. Parce que voilà, moi je pense que c'est un joueur qui certainement va pouvoir dans les prochaines années prendre la place d'un Marquinhos. Il a le profil et le talent pour. C'est vraiment le patron de la défense du Sporting. Et comme tu dis, un peu dans une rotation à 3. Parce que voilà, beaucoup de matchs, hein, le Paris Saint-Germain, il me semble que j'avais vu la stat, ils sont déjà à leur 62e match de la saison là, la Coupe du Monde des clubs. Ça va être le 63e contre le Bayern. Donc voilà, avec une nouvelle grosse saison qui va approcher rapidement, se doter de ces vraiment 3 très grosses options. Marquinhos qui pourra gentiment passer le flambeau. C'est ça. C'est le but. Et puis voilà. Moi, 55, c'est ça 55 millions. Alors, il me semble un peu moins cher, je vais te dire ça. Parce que 45. 45, ok. 45 parce que Konaté est disponible pour 60, selon le Transfermarkt. Étant donné qu'il a une année de la fin de son contrat et qu'il demande à partir de Liverpool, j'imagine que ça devrait pouvoir se négocier en dessous des 50 millions. Ouais, donc des prix assez raisonnables pour une qualité de ce standing en défense. Je vais enchaîner avec mon latéral droit, du coup. La doublure d'Hakimi. Comme je l'ai dit, je vends Mukiele, du coup, Hakimi se retrouve tout seul à droite, et c'était un peu déjà son cas cette saison, il n'y avait pas vraiment de doublure. On a vu que dans certains matchs de Ligue 1 où il voulait faire tourner, c'était Zaïre Emery qui occupait cette position, mais c'est pas un latéral droit de métier. Ou João Neves même. Ou João Neves, oui, c'est juste. Comme avec le Portugal. Ouais. Moi, je vais rester dans cette lignée parce que j'ai l'impression que c'est très fort du côté du Paris Saint-Germain de recruter local. Il y a un Brésilien qui joue en Ligue 1 depuis maintenant quelques années et qui est un latéral offensif dans le même registre qu'Hakimi, et il est disponible pour seulement 20 millions. C'est Vanderson de l'AS Monaco. Il a seulement 22 ans, il me semble. Il a 22 ans, je crois, ou 24. Mais c'est un jeune, mais qui joue quand même à Monaco depuis bon nombre d'années. Il a 24 ans, il est disponible pour 20 millions. C'est un arrière-droit offensif, un Brésilien comme on en a l'habitude. Il arrive en 2022 à Monaco, donc ça fait 3 ans qu'il connaît la Ligue 1. C'est quand même un joueur expérimenté, mais relativement jeune, qui a quand même une marge de progression. Je pense que dans ce registre de doublure d'Hakimi, un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est offensif tout comme Hakimi, ça rentrera parfaitement dans ce collectif. Et puis pour 20 millions, c'est pas grand-chose pour un club comme le Paris Saint-Germain. Ouais, très bonne idée. Ok. Moi, je vais aller de l'autre côté. À gauche, étant donné que j'avais dit que je voulais faire confiance en Nordi Mukiele pour faire un bon retour. Une doublure de Nuno Mendes, un vrai latéral très prometteur qui a vraiment des qualités de latéral faites pour jouer sous Luis Enrique. Très talentueux ce jeune, on l'a vu en Ligue des Champions avec le Club Bruges, c'est Maxime de Kuiper. Ok, ouais. J'avais beaucoup aimé ce que j'ai vu en Ligue des Champions de sa part, notamment contre l'Atalanta. C'est vraiment ce latéral moderne, il a 19 ans seulement si on va chercher sur sa page. Transfermarkt, il coûte un petit billet, mais ça reste dans l'ordre du raisonnable, 16 millions pour une doublure. Ouais. 24 ans pour Maxime de Kuiper, il fait sa meilleure saison avec Bruges l'année passée, on voit qu'il peut jouer même un petit peu plus offensif. Ouais. Donc voilà, moi je pense que un peu justement à la manière d'Amanderson, c'est vraiment son pendant à gauche en l'occurrence. Donc selon les besoins qu'on a identifiés, moi je pense que c'est une recrue très très cohérente pour revenir un peu épaissir et renforcer cette arrière-garde parisienne. Ouais, c'est clair. Top, alors notre défense est faite, 2025-2026, on va passer au milieu de terrain. Moi j'ai une recrue du coup au milieu de terrain, qui va permettre d'étoffer un peu et de donner un peu de profondeur devant. Mayolu et Zaïre Emery qui seraient du coup 2 des doublures des 3 milieux de terrain, et puis du coup il m'en faudrait idéalement une 6ème pour pouvoir vraiment faire tourner complètement l'effectif dans des petits matchs de Ligue 1. J'ai jusqu'à maintenant même pas forcément réussi à me décider. J'ai 2 options.
qui coûtent respectivement 40 et 35 millions. Donc Ok, 35 millions, je pense qu'on a la même. ouais, 35 millions, c'est un Français, forcément, qui joue en Bundesliga, qui joue à Stuttgart, c'est Enzo Mio. C'est un profil un peu plus offensif qu'un Fabian, c'est presque un numéro 10. Et du coup, je me suis dit, dans ce collectif, en général, les équipes qui jouent avec un milieu à 3, on a vu par exemple avec Liverpool, qui a un Szoboszlai dans son effectif, même les équipes qui jouent officiellement en 4-2-3-1, il y a toujours 2 milieux plus défensifs et un plus offensif. Je me suis dit que avec João Neves et Vitinha, ça pourrait le faire, d'avoir un Enzo Mio. Sinon, je vais rapatrier un autre Français qui joue en Serie A, c'est Khéphren Thuram. Ok. Donc honnêtement, je pense que je me penche plutôt sur Khéphren Thuram, étant donné déjà que toi t'as pris Enzo Mio, du coup ça nous fera une différence. Et puis le fait que Thuram est quand même plus montré au plus haut niveau qu'un Enzo Mio qui joue entre guillemets que à Stuttgart, alors que Khéphren Thuram a eu quand même une saison disons honorable en Italie du côté de la Juve, même si c'était que sa première. Et en plus à ne pas oublier qu'il jouait quand même à Nice juste avant, il connaît la Ligue 1. C'est vrai. Mais voilà, j'avais regardé un peu pas les statistiques, mais le nombre de matchs joués, etc. d'un Marcus Thuram cette saison. Et il a fait une saison pleine. On sait qu'il a pris cette place de titulaire, d'ailleurs, devant d'autres grosses recrues, comme Douglas Luiz, ou des joueurs comme ça à la Juve. Voilà, Khéphren Thuram, cette saison, si on regarde en Serie A, juste ici, il a fait une saison pleine à, il me semble, 31 matchs ou un truc comme ça. 35 matchs, donc il a c'est vraiment imposé pour le coup. Il a 2300 minutes. Là, il a mis Douglas Luiz sur le banc. Il a 10 contributions décisives sur la saison. C'est très correct et voilà, je pense que revenir dans la capitale française, ville et club qu'il doit connaître et apprécier, j'imagine, ça fera c'est une bonne option pour lui, puis c'est une bonne option également pour peut-être venir bousculer la concurrence. Je dis pas forcément que Fabian est le titulaire indiscutable et que Thuram est son remplaçant. C'est juste pour venir apporter un peu de concurrence. Mais pour le coup, c'est vraiment deux profils assez différents quand même. Ouais. Mais c'est un peu le but d'avoir ce milieu de projection, alors que Fabian est plutôt un milieu de position. Donc voilà, Thuram il est plus balle au pied, percutant, à aller affronter, à casser des lignes par la passe, par le balle au pied, pardon. Donc voilà, Thuram pour apporter un peu de variété dans ce milieu de terrain et pour apporter aussi un peu de concurrence. Tu sais quoi, tu m'as convaincu. Ok. Parce qu'à la base, j'avais aussi pensé à Enzo Mio pour 35 millions, parce que voilà, ça fait longtemps que ça en parle, même c'est un Parisien également qui donne une option un petit peu plus offensive à ce milieu. Mais c'est vrai que Mayulu, c'est quand même un petit peu plus offensif aussi, il me semble, que ses compères portugais et même Zaïre Emery. C'est pour ça que, je pense qu'Enzo Mio, ça pourrait être intéressant de le faire, mais dans un profil similaire à Marcus Thuram, un milieu qui joue en Serie A, français, Manu Koné. Manu Koné, j'adore. Franchement, j'adore ce joueur. Après, il est surtout fort, je trouve, dans l'abattage un peu plus défensif. Donc voilà, pour moi, ça dépend un peu quelle tournure ce milieu de terrain doit prendre pour justement donner un peu en profondeur, sachant que ce trio restera en place évidemment. Mais voilà, un Zaïre Emery, un Mayulu, on peut prendre un Mio, on peut prendre un Koné ou un Thuram. Je pense que dans tous les cas, le but ça va être de s'armer pour avoir tout type de profil. Mais tu sais quoi, moi je pense que je vais partir du coup sur Manu Koné. Et on va aller regarder son prix d'ailleurs, parce que moi j'avais regardé les 30, pas Konaté, ça c'était pas correct. On l'a fait. Non, Manu Koné, il doit être accessible, je pense. Ça doit être la même chose. Je pense qu'aux alentours des 40 millions, mais... On a de la peine à le trouver d'ailleurs. Ouais, c'est pas forcément... Manu Koné... Toujours pas. Ok, là, on va y arriver. Manu Koné, je pense, je dirais un 35. Ouais, je suis vraiment un peu comme... Ouais, 40 millions. Ouais, 40 millions. Ok, c'est un petit peu plus cher, mais bon. J'avais de la marge de toute façon, donc voilà. Milieu très intéressant, titulaire en équipe de France même maintenant. Donc clairement, voilà. Très bon choix, je pense, pour venir solidifier ce milieu parisien. Derrière Fabien. Derrière Fabien Ruiz, ouais. Ok. Voilà. T'as l'attaque terminée ? Ouais, on va passer à l'attaque. Bien entendu, l'attaque ne bougera pas non plus. Barcola et Doué qui se disputent une place à droite la plupart des matchs. Dembélé et Kvara qui sont installés au vu de leur performance énorme. Kvara qui s'est imposé directement comme l'un des leaders d'attaque. Vraiment, il a fait une demi-saison exceptionnelle. Il ne s'est pas trompé là. Ouais, 30 millions, c'était une bonne affaire. Du coup, moi, j'ai cherché un profil, un autre ailier de percussion qui peut jouer autant à droite qu'à gauche. Parce que Barcola joue les deux, Doué peut jouer les deux. Mais voilà. Et il y a je continue d'essayer de chercher en Ligue 1. C'est pas un Français, mais c'est un joueur de Ligue 1. Et il y a un club qui est dans la merde jusqu'au cou en ce moment. Ils doivent vendre. Et la bonne saison de Malik Fofana bien joué. devrait pouvoir intéresser le Paris Saint-Germain dans une
disons dans une optique de le faire jouer doublure et de pouvoir progresser encore et encore. Il a seulement 19 ans. Il a 19 ans et il vaut 30 millions. Il est disponible pour 30 millions. Donc voilà, Malik Fofana de l'Olympique Lyonnais, 30 millions. Il a 20 ans, pardon, pas 19, 20 ans. Il a fait une saison pleine. Il a pas mal été décisif. C'était un peu avec Lacazette, c'était un des meilleurs joueurs quand même cette saison. Avec Cherki. Avec Cherki également, les trois en attaque. Tolisso aussi d'ailleurs. Ouais, Tolisso au milieu de terrain. Mais voilà, il a fait une saison relativement pleine. Il a eu son lot il a joué 29 matchs, 1500 minutes. Il a été une dizaine de fois décisif, 9 fois décisif. Il a aussi bien performé en Europa League. Donc je pense que c'est peut-être le moment pour lui. Et de toute façon, il aura peut-être pas le choix si Lyon est rétrogradé en Ligue 2. Voilà. Donc voilà, si il doit partir et que Lyon doit littéralement le brader, je pense qu'avec sa valeur de 30 millions, Paris peut s'offrir ses services pour une 25 millions d'euros. Et puis voilà, ça ferait une bonne doublure pour venir étoffer et donner encore plus de profondeur de banc à cette attaque. Ok, très bien. Dans un profil un peu similaire, pardon. Moi j'ai estimé qu'à gauche, Barcola, ça le faisait carrément d'être la doublure de Kvara. C'est même chaud d'avoir un joueur comme ça. Ouais. Après, on sait que, à mon avis, comme cette saison, de toute façon, entre Barcola Doué, il y a moyen d'aller se battre pour ce poste à droite. Ouais. Moi, j'ai quand même envie d'aller ramener un ailier plutôt quand même qui joue à droite, justement. Ok. Qui a un profil qui n'a pas forcément dans cette attaque maintenant que Ousmane est vraiment installé en buteur. C'est également un joueur que j'aime beaucoup, qui est portugais. Okay. C'est Francisco Conceição. Ok. Francisco. Tu vas le chercher à la Juve. Je vais le chercher à Porto, même, parce qu'il est revenu de prêt. Ah, il était quand prêt à... Oui. Ok. Pour 25 millions. Ouais. Donc moi je pense que c'est une très bonne option, vraiment ailier détonateur. Hein. Je pense que c'est vraiment ce petit feu follet. Il fait quoi? Il fait même pas 1m70, il me semble. 1m68, il me semble. Ouais. Il est là, ouais, exactement. 22 ans, 28 millions pour être précis. Ouais. Et voilà, donc encore une fois, un Portugais qui répond quand même à ce profil d'ailier très explosif, qui fait les trackbacks pour défendre aussi. Donc voilà, moi je pense que pour, comme tu l'as bien dit, étoffer ce secteur offensif parisien, ça fait encore une recrue de choix et ça fait un effectif qu'on a épaissi et qu'on a amélioré, je dirais, en qualité au cas où. Et c'est pas j'ai envie de dire que c'est une éventualité qui prend de l'importance, c'est les blessures. Oui. Avec tous ces matchs, franchement, on n'est pas à l'abri. Hein. Donc autant justement avoir un effectif assez armé, même si on sait que le Paris Saint-Germain risque très fortement de se balader encore une fois en Ligue 1. Hein. Ouais, la Ligue 1, c'est pas vraiment ce qui les intéresse, on va pas se mentir. Hein. Non, bien sûr. Voilà. Mais il faut en tout cas continuer dans cette dynamique qu'ils ont instaurée, avec des jeunes joueurs prometteurs qui s'inscrivent vraiment dans ce projet de jeu du PSG. Voilà. Moi, je pense qu'on a été cohérent là-dessus. Au niveau de la balance des paiements, en plus, j'ai une bonne nouvelle. C'est que mes achats ne me coûtent que 129 millions, si mes calculs sont bons. Vous le verrez de toute façon à l'écran, et ça fait une balance excédentaire de 20 millions. Donc, petit bénéfice même. Voilà, on bien pour c'est ça, exactement. On sait que le fair play financier, c'était quand même une épée Damoclès quand même de quelques années, donc je pense que c'est à pas piquer des hannetons, comme on dit. Pour ma part, les recrues, donc, à savoir Vanderson au poste de latéral droit, Konaté, Thuram et Malik Fofana, coûte 150 cumulés avec les ventes à 101 millions, qui fait une balance. Enfin voilà, Paris devrait dépenser 49 millions sur ce marché transverse qui n'est pas du tout déconnant quand on sait quelles ressources financières ont le Paris Saint-Germain. Mais on arrive gentiment à la fin. On arrive à la fin. Ta petite unpopular de fin de vidéo. Oui. Je l'attends. Tu l'attends. Alors, Paris a longtemps été moqué. À jamais les premiers, disaient les Marseillais, etc. Maintenant qu'ils l'ont gagné une fois, et j'ai l'impression, c'est là mon populaire, j'ai l'impression que Paris, depuis 2 ans maintenant, depuis la venue de Luis Enrique, il travaille dans le sens le plus parfait qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris le virage le plus parfait. Sur les 15 prochaines années, pour moi, sur les 15 prochaines années, Paris est l'équipe qui prendra le plus de Ligue des Champions. Ok, intéressant. Wow. Plus que le Real, plus que le Barça, plus que le Bayern. Pas mal. Je pense qu'ils peuvent installer. T'as vu la jeunesse de l'effectif et tout, c'est carrément pas là. C'est ça, ouais. Ok, intéressant. Bon voilà les amis, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur ce mercato idéal du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez d'autres noms de recrues comme d'habitude? En attendant, on se retrouvera très vite pour la prochaine vidéo, ça sera sur le FC Barcelone. Et oui. Alors là aussi, il y aura quelques petites retouches intéressantes à faire dans un cadre financier assez restreint. Donc voilà, on se réjouit de vous retrouver pour cette vidéo. En attendant, profitez bien de l'été encore une fois. On vous embrasse. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.